Bonjour à tous et bienvenue aux Anges du Génie, un tout nouveau concours présenté par Gestion Férique qui a pour but de promouvoir et d'encourager la relève étudiante en génie au Québec. Depuis le lancement du concours, nous avons reçu 50 projets. Nous sommes très contents d'avoir reçu des soumissions venant des 4 coins du Québec. Aujourd'hui, vous aurez la chance de rencontrer les 6 équipes finalistes. Pour se qualifier, les projets devaient être portés par des étudiants en génie et répondre à l'un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Il est fort possible que vous connaissiez déjà nos 6 finalistes, car durant le mois de février, vous avez eu la chance de voter pour votre projet favori. À la fin, nous remettrons le prix Choix du public à l'équipe qui aura reçu le plus de votes. Mais avant de parler de prix, nos 6 équipes auront un objectif: convaincre les Anges du Génie de leur octroyer la bourse la plus généreuse du concours. Il y aura 3 prix de 3 000 $, 2 prix de 5 000 $ et finalement un prix de 7 500 $ qui sera remis au projet préféré des Anges du Génie. Mais ce n'est pas tout. Il y aura aussi le prix Coup de cœur Férique. Ce prix permettra au projet choisi de monter le montant reçu à 10 000 $. Des 4 anges qui ont fait la sélection de nos 6 finalistes, 3 sont avec nous aujourd'hui. Madame Fabienne Lacoste, Madame Hélène Beneteau de la Prairie et finalement, Monsieur Maxime O'Shaughnessy. Alors, sans plus tarder, il est maintenant temps de vous présenter nos 6 finalistes. Alors, on va commencer avec notre toute première équipe qui nous vient de l'Université de Sherbrooke. Ils vont nous présenter l'Exoflex. Bonne chance, messieurs. À l'âge de 10 ans, j'ai marché pour la dernière fois. Maintenant, j'ai mal aux pieds et ça fait juste empirer. Tout ça à cause d'une maladie neuromusculaire. Ces maladies atrophient les muscles de milliers de patients, provoquant des contractions musculaires douloureuses et l'arrêt de la marche. Les étirements de physiothérapie ralentissent les symptômes, mais demandent beaucoup de temps et d'énergie aux proches aidants. Ils finissent par être abandonnés dû au manque de temps, d'efficacité et de la perte d'autonomie du patient. L'objectif d'Exoflex, c'est d'abolir ces obstacles. Notre innovation est un appareil d'aide à l'étirement du mollet motorisé. Il confère autonomie et bien-être aux patients et aide les proches aidants et les physiothérapeutes à économiser beaucoup de temps. Il se base sur des principes de physiothérapie éprouvés et il est plus confortable et a un impact plus durable dans le temps que d'autres méthodes. Les forces qui doivent être utilisées pour étirer le mollet sont très grandes et notre appareil est capable de les fournir adéquatement. Il est aussi automatique et il n'a pas besoin d'aide externe pour être utilisé. Notre appareil a le potentiel d'aider 30 000 personnes atteintes de maladies neuromusculaires au Québec, 150 000 au Canada et près de 500 000 en Amérique du Nord. D'ailleurs, selon nos enquêtes, les proches aidants et les physiothérapeutes voient un réel intérêt à notre innovation. Notre entrée en marché commence avec les centres de réadaptation. D'ailleurs, nous sommes en voie d'obtenir un partenariat avec le CHU Sainte-Justine afin d'optimiser notre appareil. Eh bien, en 2023, nous allons concrétiser, améliorer et prouver encore plus l'avantage de notre appareil. En 2024, on va faire notre demande de brevet provisoire, entamer les processus d'homologation pour ensuite rendre l'appareil disponible dès 2027. Votre contribution va permettre à Exoflex de faire les prochaines itérations dès 2023. Aider Exoflex, c'est alléger le fardeau de milliers de proches aidants et du système de santé. C'est de permettre à des milliers de personnes handicapées de s'impliquer davantage dans la société et d'améliorer leur santé et leur bien-être. Merci à vous. Je me lance, j'adore ce que vous faites. Au niveau du modèle d'affaires, oui, il y a une collaboration, là, je vois tout ça, mais comment que vous allez faire de l'argent avec ça? Donc, initialement, c'est ça, on veut se faire connaître avec les centres de réadaptation. Donc, eux, qu'est-ce qu'on n'a pas mentionné pendant notre pitch, c'est que ces 500 000 personnes en Amérique du Nord-là, bien, précisément les 30 000 au Québec aussi, ils fréquentent tous les centres de réadaptation. Donc, on veut utiliser les centres de réadaptation pour se faire connaître, gagner de la crédibilité. Puis ensuite, ces centres de réadaptation-là vont être capables de référer notre produit directement aux clients, qu'éventuellement, c'est à eux qu'on veut vendre. Donc, on va vendre dans un premier temps au centre de réadaptation, au centre de physiothérapie, puis éventuellement directement aux patients de maladies neuromusculaires. Est-ce que ça va être juste le mollet ou vous avez... On vise vraiment l'étirement du mollet parce que c'est plate, mais c'est le premier muscle, mettons pour les personnes qui ont la dystrophie musculaire, qui fait qu'ils se rigidifient, puis qui fait qu'ils perdent l'habilité de marcher. Puis aussi, ça crée des grosses crampes qui sont très inconfortables. Puis ça fait que leurs pieds viennent courber. Tu peux le voir avec Mika, ses pieds, ils sont tout le temps pointés.
Fait que ça vient super inconfortable à la longue. Fait qu'en premier, on a décidé de s'attaquer à ce problème-là, mais éventuellement, on va explorer d'autres groupes musculaires. Justement, quand je dis à partir de 10 ans, on finit par arrêter de marcher, en fait, c'est l'élément déclencheur. Au moment où ce muscle-là commence, on réduit les quantités d'étirement puis la fréquence, ben les physiothérapeutes, c'est là qu'ils se rendent compte que la qualité de vie se dégrade parce que on finit par arrêter, on tombe plus souvent, on va plus souvent dans un fauteuil roulant, puis là, on finit par rester dans le fauteuil roulant à genre l'âge de 10-11 ans. Puis concrètement, avec le prix, qu'est-ce que vous pensez faire avec les sous si vous gagnez? On poursuit le projet avec le projet majeur de conception, qui est notre projet de fin de baccalauréat à l'Université de Sherbrooke encore. Fait qu'avec ça, ça va nous permettre de faire du prototypage. Donc, avec notre partenariat avec Sainte-Justine, ils vont nous donner des commentaires sur notre prototype actuel. Ils vont nous permettre d'améliorer certains points, puis on va faire plusieurs autres itérations avec ça. Comment vous voyez la transition fin de baccalauréat puis début de commercialisation, en tout cas sans le support de l'université, vous envisagez ça comment? C'est sûr que, tu sais, on n'est pas encore rendu là parce qu'on est quand même encore tôt là, dans notre projet, mais on est vraiment, notre groupe est vraiment motivé à poursuivre puis à trouver. Fait qu'on veut mettre les bonnes personnes pour nous aider à justement franchir cette étape-là. Parce qu'on sait aussi dans le domaine médical, il y a tout le processus d'homologation qui peut être parfois complexe. Puis fait qu'on veut trouver les bonnes personnes pour nous aider à nous guider là-dedans puis mener notre entreprise à bien. Je suis curieux, je vois que vous avez bien fait vos devoirs d'un point de vue opportunité de marché, technologie. Est-ce que vous avez fait vos devoirs au niveau de combien ça coûte puis combien ça pourrait se vendre? Le prototype qu'on a, je pense qu'il coûtait à peu près 1 000 $. Puis ça, c'est vraiment pour le prototypage. Après ça, pour ce qui est de comment qu'on pense que ça va coûter, on envisage 3 000 $ environ. Dans le fond, pour le 3 000 $, on ne l'a pas pondu du ciel. On a eu justement des discussions avec notamment le Centre Sainte-Justine, qu'eux nous ont dit qu'ils étaient prêts à débourser tel montant là, pour ce genre d'appareil-là. Aussi, on a fait des sondages là, auprès de proches aidants, de personnes notamment qui ont de la dystrophie musculaire, puis ils étaient prêts aussi là, à payer environ 3 000 $. C'est un très beau projet, en tout cas. Merci. Félicitations. Il est maintenant temps de vous présenter le deuxième projet aujourd'hui. Il nous vient de l'Université Concordia. Ils vont nous présenter Insight Wear AI. Messieurs, c'est à vous. 1,5 million de Canadiens vivent une perte de vision. Parmi ces 15 millions, 40% d'eux vivent ou bien au risque de vivre dans la pauvreté. La plupart des solutions disponibles dans le marché sont très très chères, puis ils n'offrent que des fonctionnalités très limitées. Donc notre objectif, c'est de réduire ce prix-là, d'augmenter la qualité, puis le nombre des fonctionnalités offertes. Donc notre projet Insight Wear AI est innovant, abordable et offre de nombreuses fonctionnalités de plus. Une de ces fonctionnalités est d'assister les gens pour naviguer leur environnement puis les rendre autonomes. Cette autonomie va aider à réintégrer ces gens-là dans la société. Par exemple, poser des questions à la dispositif par rapport à votre environnement ou qu'est-ce que vous voyez. Reconnaissance faciale pour reconnaître c'est qui que vous voyez. Puis l'autre chose, c'est aussi d'aider avec un petit feedback pour avoir où vous devez passer ou bien de reconnaître le chemin devant vous. On est rendu à l'étape de établir une partenariat avec l'Institut national canadien des aveugles, INCA, afin de développer notre produit et afin d'avoir les commentaires des gens qui ont ce problème-là. On compte aussi faire un grand nombre de dons à des organismes qui servent à aider les malvoyants afin d'optimiser notre solution et répondre aux besoins de notre public cible. Insight Wear AI est axé sur sur l'innovation et aussi avoir un prix raisonnable afin de réduire l'obligation d'acheter 2 ou 3 produits pour avoir les fonctionnalités qu'ils ont besoin pour avoir une vie autonome. On est rendu à l'étape de finaliser notre prototype et on veut maintenant l'optimiser et le commercialiser. Et on compte sur ce fonds-là pour avoir le financement nécessaire. On espère, avec notre solution, avoir aidé plus de Canadiens et en espérant le monde entier, afin d'avoir l'équité que ce public cible aura besoin. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là? J'avais un collègue au travail qui n'arrive pas à voir son chemin pour se rendre même à son bureau là. J'ai eu l'idée, j'ai étudié le marché et tout, mais j'avais pas les expertises nécessaires pour
rendre ça une réalité. Donc, j'ai commencé à étudier en génie logiciel. Ça, c'est mon frère. Donc, on a commencé les deux, puis ça fait 4-5 ans. Dans notre projet, on veut contacter cette personne-là qui était licenciée de son travail il y a 4 ans à cause que, comme mon frère vient d'indiquer, qu'il ne peut pas naviguer dans l'environnement de travail. Cet événement nous a marqué vraiment et c'est pour ça on a vu l'aider, mais on n'a pas l'expertise pour le rendre en réalité. Là, on a consulté des experts en matière de AI, tels que Dr Nizar Bouguila, c'est un chercheur et un expert en matière d'intelligence artificielle. Et là, comme mon frère a dit, on a commencé à le faire il y a quelques mois. On a préparé un prototype et là, on veut aller comme plus. On va chercher du monde pour le bien commercialiser et l'optimiser. Donc, vous avez un prototype. Oui, Oui. exactement. Est-ce qu'il marche? Ça marche, mais genre juste localement. On a contacté des organismes qui aident les malvoyants afin d'avoir comme des personnes qui vont tester notre produit et afin de nous donner les commentaires si c'est facile à utiliser, si ils ont eu des problèmes à l'utiliser ou si c'est vraiment une fonctionnalité qu'ils ont besoin de leur quotidien, on pourra ajouter ça. Comme mon frère a dit, on a entraîné les modèles en matière de AI, on a créé un dispositif, on essaye toujours de l'améliorer, on essaye d'avoir les commentaires en espérant dans quelques mois on pourra avoir un produit qui est fonctionnel à 100%. Pour répondre à votre question, notre dispositif aura besoin de l'Internet. On a essayé et on essaye maintenant de travailler pour partager l'Internet du cellulaire vers cet appareil-là. Le fait que ça fonctionne avec l'Internet aussi. La procession ne se fait pas dans l'appareil elle-même, mais dans nos serveurs. Comme ça, on peut réduire le coût d'un appareil elle-même. Tu sais que moi, j'ai une de mes meilleures amies qui a une déficience visuelle. Alors, votre projet m'interpelle vraiment beaucoup. Parmi ses défis à elle, dans son quotidien, par exemple, juste les épices, elle doit ouvrir les pots pour les sentir parce que sinon, elle peut pas lire qu'est-ce qui se retrouve sur les pots. Est-ce que dans votre projet, toutes ces activités-là quotidiennes pourraient être aussi intégrées avec votre technologie? Oui, exactement. Donc, une des fonctionnalités que j'ai même pas nommées, c'est la détection d'environnement. Par exemple, tu peux poser la question, est-ce que je suis dans ma chambre ou bien dans la cuisine ou quelque chose comme ça, puis ça va te répondre. Tu peux, par exemple, demander où est le verre. C'est pas juste détecter qu'il y a un verre devant vous, ça va te guider pour que tu peux arriver à prendre le verre. C'est ça le type d'assistance. C'est pas juste te dire qu'il y a un verre, mais t'aider et t'assister à le prendre. On a la reconnaissance des caractères. Ça veut dire qu'il peut lire des étiquettes si jamais vous avez une lettre ou quelque chose comme ça, ou comme vous avez dit, une étiquette ou par exemple une facture. Vous pouvez juste montrer ce dispositif-là et il va vous dire comme soit avec les sonores ou soit il va comme il a dit, il y a des vibrations aussi pour naviguer dans l'environnement. Au niveau du modèle d'affaires, vous dites que vous voulez faire un produit qui est moins cher. Oui. Est-ce que vous savez combien coûte la compétition? Oui, tous les compétiteurs, je ne sais pas si c'est par hasard, mais tous les compétiteurs, le prix c'est fixe, c'est à peu près $4,000 par appareil. On a estimé au début, quand on a commencé à étudier les compétiteurs, ça les coûte, je pense, $100 à $200 au maximum. Puis, pour eux, c'est vraiment une question quantité-prix. Puis, ils vont juste vendre quelques unités à un prix élevé. On pense, juste pour donner des nombres, ça va coûter 10 à 20 fois moins cher avec des autres fonctionnalités. Je pense qu'on doit démocratiser cette technologie-là pour tout le monde à un prix réduit. Ça va être bon pour tout le monde pour la compétition. Merci beaucoup. Excellente présentation. Je pense que vous avez gagné l'intérêt de nos anges du génie. Alors, je vous remercie d'être venu présenter. Merci beaucoup. Hein. Il est maintenant temps de passer au troisième projet, Innovaplan, de l'Université de Sherbrooke. Messieurs, la parole est à vous. Est-ce que c'est juste moi ou les fraises du Québec sont vraiment bonnes? Il n'y a personne qui veut les voir disparaître. Puis on sait tous que la réalité des producteurs est difficile. Entre 2010 et 2018, c'est près de 50 producteurs de fraises québécois qui ont dû fermer leurs portes. Les coûts de production augmentent plus rapidement que les prix de vente. De plus, la période de plantation, qui revient à chaque année, est si exigeante que les producteurs doivent engager plusieurs travailleurs étrangers. Physique, exténuante et ardue sont quelques mots pour décrire cette tâche. Les travailleurs passent près de 12 heures par jour à quatre pattes, le dos courbé. C'est inconcevable. Depuis quelques années, l'ajout d'un plastique sur les rangs conventionnels a fait en sorte que les transplanteuses ne sont plus adaptées pour les racines nues en plasticulture, qui, elles, peuvent coûter jusqu'à 2 fois moins cher que les racines en motte. Au Québec, la plasticulture est utilisée à 75% et aux États-Unis à près de 100%.
Elle permet de réduire de façon notable l'utilisation d'eau et d'herbicides. De plus, la plasticulture permet de contrôler les mauvaises herbes et d'offrir un rendement doublé, ce qui permet de se rapprocher de l'indépendance alimentaire. William et moi-même, Alexandre, sommes fiers de dire qu'aujourd'hui, Innovaplan a réussi à concevoir la toute première machine permettant la plantation de racines de fraises nues en plasticulture. L'automne dernier, l'équipe a validé le concept et a réussi à planter ses racines dans des conditions réelles d'opération. Avec notre solution, la cadence de plantation par employé est triplée et les conditions de travail sont grandement améliorées. Pour un producteur cible, notre machine permet de réduire ses coûts de plantation de 56 % avec un retour sur investissement de seulement 3 ans. Et c'est sans compter les subventions du MAPAC qui, elles, remboursent jusqu'à 50 % le prix d'achat de machines agricoles. La validation terrain nous a permis d'affirmer que notre machine est très attendue sur le terrain. Aujourd'hui, on a besoin de votre soutien pour aider à terminer notre optimisation de la machine pour être prêt à faire les tests en champ cet été, pour ensuite breveter notre invention et finalement assurer nos premières ventes au printemps 2024. Chez Innovaplan, c'est donner le défi de permettre aux générations futures de continuer à manger des fraises du Québec. D'où vient cette idée-là d'inventer une machine pour planter des fraises? À part que je comprends que vous aimez manger les fraises. Bien, en fait, le projet est issu d'un cours à l'Université de Sherbrooke qui s'appelle « Création de produits innovants ». Puis les équipes là, étaient formées de des personnes étudiantes de la faculté de génie puis aussi de la faculté de gestion. Puis les personnes devaient trouver des solutions à des problématiques réelles. Donc, c'est de là qu'est apparue la problématique là, de la plantation de Mais vous connaissiez des producteurs de fraises. Il faut être sur le terrain pour connaître cette pratique-là, cette problématique-là, je veux dire. Mais il y a beaucoup d'entrevues qui ont été faites dans le milieu agricole. Et puis, de ces entrevues-là, on a été guidés vers la culture de la fraise. Puis ensuite, la culture de la fraise, les entrevues nous ont guidés vers la plantation, ce qui était vraiment le plus problématique pour les producteurs. C'était quoi le défi technique de planter des fraises à racines nues? En fait, le défi technique, c'est vraiment, parce que notre machine, comment elle est composée, c'est 2 parties. Il y a la remorque qui s'attache en arrière du tracteur, puis qu'elle avance à la même vitesse que le tracteur. Puis, elle fait tourner des grosses roues que le planteur, ça c'est la deuxième partie, le planteur, il y en a plusieurs dans les grosses roues. Puis quand il tourne, ben c'est quand il vient planter. Fait que la partie difficile, c'est qu'il faut qu'il vienne déchirer le plastique, il faut qu'il vienne planter la racine, puis ensuite, il faut venir recouvrir la racine pour que la terre puisse bien recouvrir le cœur de la racine. Puis aussi, les racines, ils ont des différentes longueurs. Donc, il y en a qui sont vraiment longues, d'autres qui sont vraiment courtes. Donc, on peut pas juste, par exemple, mettre la racine tout le temps à la même place dans la machine parce qu'elle se planterait pas au même niveau. Donc, c'est vraiment comme venir ajuster. Puis aussi, une autre chose, c'est que les racines sont très fragiles. Donc, on peut pas utiliser, par exemple, les machines qui existent déjà parce que on abîmerait soit le plastique ou les racines. Donc ça, étant donné que ça n'existe pas encore, cet outil-là, pour planter les racines nues sur paille de plastique, c'est vraiment cet aspect-là de la machine qui est innovant, puis que nous, on va s'assurer de protéger là, via un brevet bientôt. Là. Puis, dans combien de temps vous pensez pouvoir offrir à la vente vos machines? Bien, en fait, ce qui nous reste à faire cet été, c'est vraiment aller optimiser notre machine parce que on a prouvé à l'automne dernier que notre concept est fonctionnel. On a réussi à planter avec notre machine des vraies racines de fraises en plasticulture. Au printemps prochain, ce qu'on vise faire, c'est avoir 5 early adopters, des primo-adoptants, pour venir développer notre machine puis qui nous donnent la rétroaction sur notre machine. Puis ensuite de ça, commencer vraiment la phase de commercialisation en 2025. Puis est-ce que vous avez déjà fait des approches pour la construction puis pour Oui, on a fait beaucoup d'entrevues. Oui, on a plus d'une trentaine d'entrevues qui ont été faites. Puis justement, on s'en va dans une foire bientôt qui est la journée provinciale des producteurs de fraises et framboises du Québec. Et puis, là, on va pouvoir aller demander, nous faire parler de nous un peu. Notre nom circule déjà aussi au MAPAC et au réseau d'expertise en innovation agricole. Est-ce que votre intention, ce serait de vendre ce brevet-là ou de vous-même lancer une compagnie manufacturière? D'un, on est déjà incorporé. On s'est incorporé durant nos études. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est entrer sur le marché avec cette transplanteuse de fraises-là pour ensuite développer une gamme complète d'équipements qui sert à la production maraîchère et fruitière. Là. Donc, on veut développer une entreprise qui va être durable là, au Québec. Là. Puis les sous, si vous gagnez, spécifiquement, ils vont servir à quoi? Ils vont servir justement à la phase d'essai qu'on va faire cet été. On va avoir besoin aussi de faire des modifications sur notre machine. Donc, ça va nous permettre de pouvoir justement accélérer ce développement-là pour arriver le plus rapidement possible sur le marché. Puis comme Alexandre disait, pouvoir offrir nos premières machines au printemps 2024. C'est sûr que pour l'introduction sur le marché, on vise le Québec,
Mais rapidement, on va vouloir aller vers le reste du Canada et les États-Unis, qui, oui, le marché est vraiment plus gros là-bas. Mais on veut y aller étape à la fois, puis aussi développer une relation de confiance avec le marché québécois puis les producteurs d'ici pour vraiment donner de la rétroaction sur notre équipement pour s'assurer qu'il convienne vraiment à leurs besoins. Ce que je vous ai pas dit au début, c'est que je suis une fille de maraîchère. J'en ai planté des fraises et j'en ai cueilli aussi. C'est pour ça que j'étais curieuse de savoir d'où était venue l'idée au départ, là. Félicitations pour cette belle initiative-là. Écoutez, on vous souhaite la meilleure des chances. On va vous voir à la suite des délibérations. Merci. Le 4e projet aujourd'hui nous vient de la Polytechnique de Montréal. Ils vont nous présenter un exosquelette ainsi qu'une chaise d'aisance pour les gens en CHSLD. Je vous laisse la parole. Bonjour les anges, je m'appelle Flora Demanget et voici Gabrielle Rousseau. Aujourd'hui, nous venons représenter la société technique ECA de Polytechnique Montréal. En quelques mots, nous sommes un groupe d'étudiants de génie et niveaux variés travaillant sur des projets de biomédical. Nos principaux objectifs sont de faire avancer l'innovation dans ce domaine et de conscientiser la population étudiante aux enjeux de ce domaine qui est parfois oublié ou qui est peu travaillé. Nous travaillons actuellement sur 2 projets. Premièrement, nous travaillons donc sur un projet d'exosquelette brachial permettant aux personnes atteintes de dystrophie musculaire d'acquérir une certaine autonomie. Comme nous le savons, les personnes atteintes de cette maladie dégénérative vont perdre rapidement la force qui va être appliquée à leurs muscles. Fait que ça va par exemple interférer dans des gestes simples du quotidien, comme par exemple boire un verre d'eau. Ce qu'on va faire avec notre exosquelette, c'est venir placer directement des électrodes sur le bras du patient. Puis ensuite, donc, on va capter les signaux encore envoyés aux muscles pour les retransmettre à une intelligence artificielle qui va les traiter et à la suite les retransmettre au moteur de l'exosquelette. Nous travaillons également sur une chaise d'aisance ergonomique pour le personnel et les résidents dans les CHSLD. Notre but, c'est vraiment d'accélérer et de faciliter le lavage des patients. Comme on sait, en ce moment, il y a un gros enjeu de manque de main-d'œuvre dans ces résidences. Donc, parfois, certaines personnes ont juste une douche par semaine, ce qui n'a aucun sens. Fait qu'avec notre chaise, on peut transférer directement le patient du lit jusqu'à la chaise pour ensuite la transporter jusqu'à la salle de bain sans avoir recours à une chaise roulante normale. Aussi, grâce à notre chaise, on peut améliorer grandement le confort du patient en activant les sièges chauffants, en pouvant incliner électriquement la chaise pour, dans le fond, améliorer l'ergonomie. En soutenant notre projet, vous permettrez à près de 40 futurs ingénieurs passionnés par le domaine biomédical de continuer les projets dans lesquels ils sont investis. Merci de votre attention. Comment vous déterminez vos projets sur lesquels vous avez travaillé? La chaise d'aisance, c'est surtout dans les journaux et dans les nouvelles qu'on a vu que c'était vraiment un grand problème, la quantité de douches qui est donnée aux patients dans les CHSLD. Donc, on s'est dit c'est quelque chose sur lequel on peut travailler puis vraiment essayer d'amener une solution qui serait mieux pour le personnel et pour les résidents de ces centres-là. Donc, on est allé directement en CHSLD pour prendre un peu les besoins de ceux qui travaillent dans ces milieux-là et vraiment créer un produit un peu qui peut répondre puis améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Donc, au niveau technologique, le bras avec les électrodes, ça n'a jamais été fait? Non. Pas avec l'intelligence artificielle qui est capable de... OK, et là, l'avancement, c'est l'intelligence artificielle dans cette application-là. Exactement. On Okay. convertit vraiment le mouvement que le patient veut faire avec l'intelligence artificielle. On prend le mouvement total, puis c'est ça qu'on fait, que l'exosquelette peut faire par la suite. Puis vous en êtes où avec l'exosquelette, là, présentement? Présentement, on est en train d'intégrer, donc c'est ça, l'intelligence artificielle dans le système. Fait que ça va vraiment être capter les signaux et essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire pour, par exemple, si je veux aller boire un verre d'eau, OK, ça veut dire telle position, il va falloir que ce moteur-là se mette dans telle position, dans tel axe. On est également en train de reconcevoir la partie mécanique. On avait des petits soucis de design, fait qu'on retravaille là-dessus. On a également un système de sécurité qui est en train de se reconstruire, que ce soit par la programmation ou même un frein mécanique, tout simplement. Est-ce que vous travaillez avec des gens, des futurs utilisateurs, ou vous êtes vraiment en laboratoire quand vous faites ce type de démarche-là pour vos projets? Pour l'instant, on est pas mal entre étudiants, on va dire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de normes sécuritaires puisque ça va toucher directement le patient. Fait que c'est sûr qu'on veut que nos produits soient quand même assez avancés avant de pouvoir vraiment aller chercher les patients pour appliquer nos technologies. On travaille aussi avec des gens... par exemple en ergonomie ou en physiothérapie de l'Université de Montréal pour pouvoir un peu nous donner
nous aider un peu dans les domaines qu'on connaît un peu moins, puis aller chercher l'expertise un peu de ceux qui étudient vraiment dans ce domaine-là. Vous avez 2 beaux projets, vous avez besoin des sous. Si vous gagnez les sous, est-ce qu'il y a quelque chose de précis que vous voulez faire avec cet argent-là ou on met ça dans le pot puis c'est dilué? Ben, principalement, ce qu'on aimerait, c'est, avec l'exosquelette, c'est d'acheter des nouvelles électrodes qui sont sans fil et de haute précision, parce que ça va vraiment être super compliqué d'aller capter les signaux précis. Ben, pour une personne atteinte de dystrophie musculaire, c'est faible, là, les signaux qui sont envoyés, fait que c'est ça qu'on va aller chercher, fait qu'il nous faut quand même des produits de haute qualité. Ben, sinon, on aimerait participer, c'est ça, à des compétitions qui se trouvent quand même assez loin, dans le but de rendre nos produits visibles et puis d'avoir quand même un certain feedback sur qu'est-ce qui marche pas sur nos produits. Et après, sinon, concernant la chaise d'ergonomie, ce qu'on voudrait faire, c'est passer à un modèle de taille réelle, dans le fond, fait que là, pareil, ce serait acquérir de nouveaux matériaux pour pouvoir effectuer ce prototype. Est-ce que vous avez des ambitions de commercialisation sur vos différents projets? Pour l'instant, c'est vraiment rendre accessible la technologie aux étudiants qui puissent travailler dessus. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas encore pensé, c'est ça, à le commercialiser, puisque c'est vraiment juste pour nos étudiants qu'on fait ça pour innover les technologies. À travers votre laboratoire, parce que vous êtes plus en mode laboratoire, développement de technologie, est-ce que vous faites des études de marché, voir qu'est-ce qui existe ou des revues de littérature? Est-ce que ça, vous le faites pour aller voir? Oui, c'est pas mal ça. Il y a une grosse phase de recherche où justement, on va aller voir les personnes en doctorat, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font, parce que c'est pas mal là-dessus qu'on peut se baser, voir qu'est-ce qui marche pas. Ça veut dire quoi, ECA? ECA, c'est pour la déesse de la médecine, me semble. C'est la déesse égyptienne de la médecine, donc c'est un rapport avec... Je la connaissais pas. Hein. Oui, on fait découvrir. Le 5e projet se nomme OCO Biotechnologie. Il nous vient de l'Université de Sherbrooke. Je te laisse la parole. Aujourd'hui, OCO Biotechnologie vient vous présenter une problématique dont on est tous victimes. C'est la dépendance aux hydrocarbures. En effet, trop souvent, les produits tous les jours qu'on utilise sont composés de dérivés pétroliers, comme de la gelée de pétrole qu'on a juste ici. La gelée de pétrole va se retrouver dans tout ce qu'on a autour de nous, des revêtements de plancher, aux produits ménagers qu'on va utiliser, jusqu'aux produits cosmétiques qu'on va mettre sur notre peau. Pourtant, on sait qu'en 2023, les consommateurs réguliers veulent trouver des solutions, des alternatives vertes pour remplacer tous ces dérivés pétroliers. Une alternative qui existe déjà sur le marché s'appelle les cérides. Les cérides sont une molécule organique lipidique biodégradable, déjà approuvée au Canada, qui peuvent remplacer tous ces produits pétroliers. Par contre, la production des cérides est faite de 2 façons. La première est faite par agriculture aride au Brésil. Une agriculture aride demande beaucoup d'eau, beaucoup d'engrais, et ensuite, il faut exporter les cérides du Brésil jusqu'ici, ce qui fait beaucoup de gaz à effet de serre. La deuxième façon, qui peut être fait locale, est une production chimique. La production chimique demande beaucoup d'énergie, des catalyseurs acides, et tous ces produits-là sont bien sûr pas verts pour l'environnement. Nous, au OCO Biotechnologie, on vous propose une 3e façon de le faire. C'est la première fois qu'on propose un bioprocédé. On utilise un micro-organisme qui peut dégrader différents substituts, différents déchets d'autres industries pour faire une économie circulaire au Québec. En dégradant tous ces déchets, ils vont sécréter des cérides et nous, il est facile avec un procédé d'aller les récupérer. De cette façon, on peut faire une nouvelle source de cérides qui est locale et fait à partir d'éléments renouvelables. On est déjà sur le projet depuis maintenant 1 an et on a des gens qui veulent adopter notre solution pour pouvoir faire des premiers lubrifiants biodégradables. On aimerait ça vous présenter le changement puis que vous en fassiez partie. Merci beaucoup. Ma première question, c'est pourquoi ça n'a jamais été fait avant, puis c'est quoi les embûches? La première réponse à tout ça, c'est pourquoi ça n'a jamais été fait avant. La solution de l'agriculture aride est facile. Faire de l'agriculture, c'est encore considéré comme vert. Au final, c'est une extraction d'un fruit. Le problème, c'est quand on se penche plus profondément là-dedans, il y a des enjeux qui vont être récurrents et qui vont apporter problème dans le futur. Les embûches pour arriver jusque-là, c'est de trouver le bon micro-organisme, de trouver la façon la plus simple d'arriver à un procédé qui fait une extraction sans dommage à l'environnement. Est-ce que vous l'avez, cette recette-là? On est en train de la créer, donc on en a une grande partie. Pour la formulation finale, c'est encore en développement, mais on est dans des laboratoires pour ça. Puis le produit source, c'est quoi? Le produit source va rester confidentiel. Présentement, on n'a pas de brevet.
pour avoir un brevet, il faut de l'argent pour le défendre. On n'est pas là. On est en secret industriel, puis ça fait partie de notre modèle d'affaires de rentabilité d'utiliser des déchets d'autres industries. Donc, ceux-ci resteront cachés pour l'instant. Vous faites une analyse de, ce serait quoi, quel pourrait être le coût de revient à grande échelle? Parce qu'on s'entend, le potentiel de ça est indéniable. Tout le monde veut changer, il va y avoir des early adapters, peut-être le cosmétique, ceux qui sont... Mais est-ce que vous avez déjà, vous êtes projeté dans le futur de dire combien ça pourrait revenir? On a fait cette analyse. Présentement, le coût de vente est à peu près à 7 $ le kilo sur le marché pour le bas de gamme, donc ce qui est utilisé dans les lubrifiants et autres produits ménagers. Nous, notre coût de production est autour de 1 $. Donc, le coût de revient est bien élevé, mais je veux juste mettre un mais là-dedans. On est encore en laboratoire. On n'a pas fait de scale-up industriel et on sait qu'il y a d'autres coûts qui doivent être pris en compte pour tout ça. 1 $ versus? Le prix de vente est 7 $. 1 $, nous, la production, je n'ai pas le coût de production des autres. Et est-ce que vous êtes sûr de pouvoir produire une fois la recette établie, d'avoir les volumes pour répondre aux besoins de l'industrie ou des segments que vous visez? Le substrat qu'on utilise, qui est dégradé et transformé en très grande partie, on en a des quantités malheureusement énormes. Donc oui, on peut répondre à tous les besoins de l'industrie avec ce qui existe présentement sur le marché. Encore une fois, la grande question, c'est qu'est-ce qui est la demande? Est-ce que cette demande de purification va causer plus de dommages que les méthodes actuelles? Personnellement, je pense pas. Je pense vraiment qu'on a entre les mains quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a d'autres joueurs dans l'industrie qui essaient de faire la même chose, mais pas par les biotechnologies, pas par un bioprocédé. On est les seuls qui utilisent un micro-organisme. Comment ça t'est arrivé, cette idée-là de transformer? Il y a beaucoup de déchets sur le marché. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis les déchets, c'est une belle source de carbone. On savait qu'il y avait un potentiel dans ces déchets qui sont présentement brûlés ou éliminés. On s'est dit, si on peut les transformer, qu'est-ce que ça nous donnerait? Puis là, on a fait une grande revue de tous les produits qui pourraient être en tirés. Puis je suis tombé sur cette molécule-là. J'ai dit, c'est intéressant, c'est quoi des cérides? Puis là, j'ai été apprendre à vulgariser qu'est-ce que c'est des cérides pour des gens de tous les jours. Parce qu'au final, ce que je vous ai montré ici, c'est utilisé en cosmétique. C'est des produits souvent qui sont à 85% purs en cérides, avec d'autres petits ingrédients cosmétiques. Mais j'ai vu un potentiel dans cette lecture-là, puis à partir de là, j'ai jamais arrêté de lire dessus. Le produit de base est un déchet à haute teneur de carbone qui est habituellement inutilisé, donc simplement brûlé ou envoyé dans des sites d'enfouissement. Ce que nous, on propose, donc, c'est de le réutiliser dans un nouveau procédé. Et l'utilisation de micro-organismes demande une bien plus petite demande énergétique que faire un procédé chimique. Donc, c'est la réduction de l'énergie qu'on utilise, puis d'utiliser des choses destinées à l'élimination. Donc, si tu connais un succès phénoménal avec ça, est-ce qu'il va falloir importer des déchets? Non. Le Canada et les États-Unis sont très bons, ou sont des grands producteurs de ce déchet-là. Okay. Je ne pourrai malheureusement pas tout les dégrader et les traiter. Donc, ta matière première, elle est disponible. Elle est disponible et en très grande quantité. Merci beaucoup tout le monde. La dernière équipe d'aujourd'hui nous provient de l'ETS. Ils vont nous présenter un exosquelette intelligent. La parole est à vous. Bonjour, donc nous c'est Synapse ETS. On est un club d'étudiants regroupés autour d'une passion commune, le biomédical. Et aujourd'hui, on vous porte un projet qui est un écosystème médical contrôlé par la pensée. Pour commencer, nous avons nos deux projets plutôt mécaniques. Donc, nous avons EXO ici, qui est un exosquelette de soutien pour les personnes en réhabilitation ou les personnes en situation de handicap. Et puis, nous avons REACH, qui est une prothèse biomimétique, donc qui cherche à reproduire le plus possible les mouvements humains. Il faut savoir que nos deux sous-projets sont complètement modulables, donc les deux peuvent fonctionner indépendamment, mais avec Mixa, on peut les intégrer. Donc Mixa, c'est réellement le cerveau du projet. On sait que chaque personne est différente et deux personnes ayant le même handicap fonctionnent différemment. Et nous voulons vraiment mettre en valeur cette diversité-là en créant une interface cerveau-machine pour adapter chacun de l'exosquelette et de la prothèse à la personne. Donc, ce serait avec un casque qui récupère les ondes cérébrales et qui vraiment adapte nos équipements médicaux à chacune des personnes et à leur fonctionnement. Pour y arriver avec des coûts qui sont raisonnables, on a pensé à créer un écosystème en réalité virtuelle d'entraînement pour les personnes. Donc, comment ça fonctionne, c'est dès le début du processus, on va les entraîner avec ça pour qu'on puisse savoir quel genre d'ajustement qu'on a besoin de faire avec leur technologie. Et ça nous permet d'éviter des coûts assez importants
quand il y a des modifications de dernière minute. Donc pour conclure, nous sommes un club étudiant, donc sans but lucratif, mais c'est ce genre de concours et d'opportunités-là qui nous permet de propulser nos projets vers l'extérieur pour se créer un réseau concret et intégrer le monde du biomédical correctement. Tous les membres de notre club sont passionnés réellement par le biomédical et veulent intégrer le plus de bienveillance et d'aide possible dans le monde futur. On aura commencé à atteindre notre succès quand on aura aidé ne serait-ce qu'une seule personne et on veut, au-delà de ça, continuer à pousser nos projets le plus loin possible pour aider le plus de gens. Merci de nous avoir écoutés. C'était Synapse ETS. Merci. C'est certain qu'ici, on se demande les sous exactement. Là, si vous les gagnez aujourd'hui, vous feriez quoi? Il y a beaucoup de travail à faire au niveau MIXA, qui est vraiment l'intégration de tout ce qui est ensemble. Donc, on va devoir implémenter de l'intelligence artificielle pour vraiment lire les signaux du cerveau correctement, les interpréter, pour que vraiment tous puissent bouger avec le cerveau. C'est vraiment le plus grand défi. Mais sinon, c'est sûr que niveau budget, on en a besoin pour des outils plutôt mécaniques aussi pour Exo, parce qu'on fait plus une transition au niveau mécanique maintenant, donc on a besoin d'outils pour l'usinage. Et au-delà de ça, on veut, par exemple, pour la prothèse, créer vraiment une prothèse qui mime le plus possible les mouvements humains. Pour ça, on a besoin notamment de moteurs très précis, mais aussi petits, parce que pour reproduire vraiment le mouvement de la main et donner l'opportunité à des personnes qui n'ont plus de main de reproduire des mouvements comme s'ils en avaient une, ça demande un travail très précis. Et pour aussi le casque, parce que du coup, on veut créer notre propre casque pour qu'il soit léger et qu'on puisse placer les électrodes là où on en a besoin. On a besoin aussi d'électrodes qui soient assez performants. Et ça aussi, ça a un coût. Et aussi, le budget ira en partie pour l'image du club, pour se créer un réseau vraiment concret, avoir des personnes qui travaillent dans le biomédical, se faire connaître et avoir le plus d'expériences extérieures possible aussi, ce qui est très important. C'est quoi les objectifs du club? Est-ce que est-ce que vous voulez des produits qui vont éventuellement être commercialisables ou vous voulez vraiment faire des prototypes et démontrer une technologie? C'est sûr qu'au long terme, c'est vraiment que ce soit commercialisable. Puis avec l'environnement test en réalité virtuelle, c'est vraiment ça qu'on peut faire, c'est essayer de rendre ça accessible en réduisant les modifications dernière minute, puis en vraiment, si on est capable de rapidement cibler les besoins de la personne, et adapter et savoir qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour y convenir. Ça va nous permettre de commercialiser quelque chose de un peu plus large, pour un public un peu plus large. Est-ce que vous avez fait des études, je veux dire plus du benchmarking? Qu'est-ce qui se fait dans l'industrie pour être sûr qu'on travaille sur des nouveautés, non pas ce que devrait pu être fait ailleurs? Est-ce que vous avez fait cet exercice-là? Ben, je dirais qu'on regarde qu'est-ce qui se passe. Disons, la compagnie d'Elon Musk, il essaie vraiment d'aller plus intrusif avec des électrodes dans le cerveau pour faire à peu près la même chose qu'on veut faire. C'est vraiment de contrôler des membres ou des systèmes de support avec le cerveau. C'est un défi qui n'a pas nécessairement été fait beaucoup encore. Ça demande beaucoup de recherche quand même. Mais on espère qu'avec un petit peu de créativité, puis avec l'aide de l'intelligence artificielle, qu'on soit capable de faire quelque chose de vraiment concret à ce niveau-là. Merci beaucoup d'avoir venu présenter votre projet. Chers anges, il est maintenant temps pour vous de délibérer. Bonne délibération. C'était vraiment des super beaux projets. Je ne sais pas, vos premières impressions, peut-être, on y va-tu sur chacun des projets, un à la fois? OK. L'Exoflex qui était pour étirer le mollet. Ben moi, tout de suite, c'est dans la catégorie fort potentiel commercial. La motivation derrière ce projet-là, j'ai trouvé ça m'a touché. Moi, c'est pareil. Il y a le potentiel vraiment d'aider. Assez avancé, déjà pensé à des partenariats, Fondation Sainte-Justine, donc un peu plus loin dans leur cheminement. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. InsightWare AI. Ceux-là aussi, pour moi, ils tombent dans la catégorie prêt à être commercialisés. Ils sont à réfléchir à un modèle d'affaires, sont avancés. Moi, je trouve que c'est vraiment de voir les deux frères aller en ingénierie pour aider quelqu'un. Je trouve que l'histoire en arrière est vraiment magnifique. Là. Donc, moi aussi, ça m'a interpellée vraiment quand j'ai entendu ça. Là. Choisir son domaine d'études spécifiquement pour aider. La motivation est là, ça c'est... Puis de vouloir revenir à la personne qui les a stimulés pour ça, pour vraiment aider. Je suis d'accord avec toi que peut-être que le modèle n'est pas tout à fait ancré encore. Ouais. Mais on est là pour les aider en même temps. Hein? C'est tout à fait. Exactement. Ce montant d'argent-là peut faire une bonne différence. Ben exact. Innovaplante.
Même chose. En fait, les 3 premiers, c'est les 3 qui sont dans ma catégorie potentiel commercial à plus court terme. Ils sont déjà enregistrés comme compagnie. Puis, tu sais, je suis passé par là il y a 5 ans. Fait que je sais que chaque petit montant au début, il est très important. Est-ce que le potentiel est là? Je ne m'y connais pas dans l'agriculture, mais toi, tu as une bonne expérience. Oui, bien sûr. Si tu me dis que ça a leur fort potentiel, je pense qu'ils font partie de ceux qui... Par contre, est-ce qu'il y avait beaucoup d'innovation? Tu sais, il y a du génie mécanique, tout ça, mais en termes d'innovation, c'était peut-être un peu moins Moi, j'ai aimé présent. le côté très pratique, très solution. Et le fait que ça s'applique à l'agriculture, qu'ils ont cette sensibilité-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Moi, ça me parle parce que le volet innovation, tu peux l'avoir plus laboratoire, comme on dit, que tu ne sais pas trop où ça va finir. Ou tu as quand même un volet innovation, c'est quand même un nouvel équipement qui va servir à faire une tâche qui ne se faisait pas comme ça autrement. Même si techniquement, l'innovation, c'est peut-être plus l'intégration de mécanique, de systèmes qu'on connaît, mais qui n'ont jamais été mis ensemble pour la première fois. Mais moi, je vois quand même ça d'un point de vue innovateur. Puis moi, je trouve que c'est la douceur du Québec, les fraises du Québec, là, donc de pouvoir soutenir ça, cette industrie-là en particulier, ou de commencer par celle-là. Moi, j'ai... Puis c'est vrai que la fraise du Québec, c'est la plus sucrée et la meilleure. Faut pas que ça... non, mais j'ai vraiment aimé faut pas que ça disparaisse. D'amener le génie dans le champ de fraises, là, je trouvais ça intéressant. C'est une belle phrase. Hein. En tout cas, tu pourrais leur suggérer, Hélène. L'équipe de Polytechnique avec ECA, avec la chaise d'aisance et l'exosquelette. Pour moi, ça fait partie de la catégorie club. J'aurais aimé ça, un projet, surtout avec la chaise d'aisance. Je pense que c'est quand même quelque chose, peut-être qu'on peut comparer ça à InnovaPlante, là, où ça n'a pas l'air super innovateur, mais qu'il y a quand même une application qui peut être très pratique. Donc, j'aurais attendu un projet plus avancé dans la vision commerciale, par exemple. Je ne les ai pas sentis dans cette avenue-là. Moi, je voyais plus comme une plateforme de formation, de partage, puis où tu vas aussi participer, où tu te fais former. Est-ce que l'avancement, on forme des gens quand même, c'est bien, il y a un avancement, mais technologique, j'avais un petit déjà-vu. Il n'y avait pas de critères particuliers pour la sélection des projets ou pour... donc, je trouvais que c'était très opportuniste comme approche. Oco-biotechnologie. Le côté vraiment rêve candide de plonger dans un projet de recherche pour la passion, d'y aller, comme il le dit, au début, je savais pas c'était quoi mon matériau, je savais pas c'était quoi mon micro-organisme. Donc, de dérisquer au fur et à mesure, pour moi, c'est vraiment le chemin de découverte avec le risque à chaque fois. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans ce projet-là. Point de vue développement durable, parmi les projets qu'on a, c'est sûrement celui qui est le plus porteur. Quasiment en cercle fermé avec un bio. Exactement, c'est ça, exactement. Là, des biotechnologies, ça, du déchet. La présentation était super belle. Oui. Mais c'est une fiole dans un laboratoire. Non, mais est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Oui, je dis dans le forum ici, on est là pour prendre des risques, par exemple. Puis c'est pas des gros investissements. Pour moi, il manque un petit peu de tangible. Puis si notre montant faisait en sorte qu'il arrivait à terme, t'imagines qu'est-ce que ça ferait? C'est l'impact est plus que majeur. C'est celui qui aurait le plus de... Exact. Donc, de ce point de vue-là, oui, j'avoue que... Mais est-ce qu'on est là? Est-ce qu'il y en a d'autres qui travaillent là-dessus? Puis est-ce que, la planète travaille là-dessus? Toutes les grandes compagnies de chimie travaillent sur des solutions qui ont tant de potentiel. Fait que, est-ce que quelqu'un... Je ne sais pas. J'ai un petit doute. OK. Moi, j'aime y croire. Okay. J'aimerais moi, ça arrive. J'aimerais ça que ça arrive. Justement, rêve et y aller par passion. Plus que par rationalité. Ouais, je suis rationnel là-dessus, j'avoue. Non, mais j'ai vraiment aimé ça dans un concours de génie puis de projet, de voir que sa motivation, c'est sa passion, c'est pas le rationnel en arrière. Il y a une démarche scientifique. Écoute, ça prend des approches comme ça, des fois, pour faire des grandes percées, là. Reste le dernier à discuter avant qu'on commence le débat. Je pense qu'on va peut-être en avoir plus que je pensais, débat. Finalement, sur l'exosquelette intelligent de l'ETS. Pour moi, pour prendre ton expression plus club, c'est bien. J'aime le fait aussi qu'ils veulent travailler avec la fine pointe de la technologie. Fait que, tu sais, je pense que l'argent est concrète, là. Elle est très concrète. On va acheter des composants de la fine pointe. Tu sais, si on fait du développement, puis nos universités travaillent sur des...
puis des vieilles composantes, puis on sait que ça va vite là, dans ces technologies-là, ben il se crée un écart. Là. Fait que, je pense que c'est important. Je n'étais pas sûr des comparables dans le marché, puis est-ce qu'il y a de l'avancée ou c'est de la formation. Ça, j'avais une ambiguïté à ce niveau-là. C'est ça. Moi, j'ai pas senti la fibre entrepreneuriale dans ce club-là. Non, ils sont en recherche, eux autres aussi. Hein. C'est ça. C'est plus organisé, si je compare avec Polytechnique, moins opportuniste, parce que je trouvais que l'objectif, la finalité était plus claire. Sur quel projet vous voulez travailler, comment. J'étais un peu déçue que j'ai l'impression que c'était des projets de mise à jour. Essayer de faire une deuxième génération. Une deuxième génération. En tout cas, c'est le message que j'ai reçu. C'est peut-être réducteur, là, mais... C'est vraiment une deuxième génération, mais quelle est l'avancée technologique à part qu'intégrer des composantes qui sont plus à jour? C'est ça, ça m'a refroidi le volet deuxième génération pour une nouvelle mouture du club. Bien là, on a pas mal discuté. Il faudrait qu'on s'entende sur nos choix. Ouais, la première phase, c'était plus les regroupements, on s'entend, mais les 3 premiers, ça va être plus corsé, je pense. C'est difficile. Bon, ben finalement, on est arrivé, on a nos gagnants. Donc, est-ce qu'on fait revenir nos jeunes? Oui, on est prêt. Super. Alors, les délibérations sont maintenant finies. On a la chance d'être joints avec toutes les équipes ici et j'aimerais inviter Fabienne à commencer avec les 3 prix de 3 000 $. Merci Nicolas. Alors, les 6 projets étaient vraiment inspirants, mais on avait un travail à faire. Il fallait donc choisir. Alors, pour les 3 prix de 3 000 $, nous avons choisi la chaise d'aisance ergonomique et l'exosquelette brachial de Polytechnique, Oco Biotechnologie de l'Université de Sherbrooke et l'exosquelette intelligent de l'ETS. Maxime, je t'invite à donner les 2 prix de 5 000 $. Alors, pour 5 000 $, Exoflex, appareil d'étirement motorisé de l'Université de Sherbrooke, et Innovaplan, développement d'un système de plantation automatisé et complètement mécanique pour racines de fraises nues en plasticulture de l'Université de Sherbrooke aussi. Félicitations à vous tous. Et maintenant, Hélène, le dernier prix de 7 500 $. Donc, le prix de 7 700 $ va à Insightware AI de l'Université Concordia. Félicitations. Alors maintenant que les prix ont été décernés, on se rappelle qu'il y avait le coup de cœur Féric qui a été décerné par la présidente et chef de la direction de Féric, qui est Fabienne Lacoste. Ce prix, ce qu'il va permettre, c'est qu'il va faire monter la bourse choisie à 10 000 $. Alors, Fabienne, ton coup de cœur? Alors, le coup de cœur de Gestion Féric, c'est Insightware AI de l'Université Concordia. Félicitations. Félicitations. Et pour finir le tout, il y avait le choix du public. Donc, on se rappelle, les gens du public avaient le choix de voter en février. Alors, le choix du public s'est arrêté sur Insightware AI de l'Université Concordia. En fin de compte, félicitations. On peut donner une bonne main d'applaudissements à vous tous. Alors, on voudrait prendre le temps de vous remercier tous d'avoir participé. J'espère que votre expérience a été bonne. Merci à vous, les Anges du Génie, d'avoir participé avec nous. Je voudrais vous remercier, vous, gens à la maison, d'avoir pris le temps de, voter et d'avoir participé et écouté l'émission avec nous. On espère vous revoir l'année prochaine pour une autre édition des Anges du Génie présentée par Gestion Féric. La vibe était vraiment bonne. T'sais, on était bien accueillis, on voulait s'assurer qu'on était confortable. Puis je dirais même que plus ça avançait, plus le stress diminuait. Pour le prix, on va faire des itérations là, pour notre prototype, pour notre produit. À l'université, on a comme 3 prochaines sessions pour travailler exclusivement là-dessus. Fait que on va bien investir dans cette année-là, justement, pour avoir un produit ça à coche. Yes! Merci aux Anges du Génie. Trouver l'expérience du concours Les Anges du Génie vraiment enrichissante. C'était vraiment le fun de voir que d'autres personnes que nous ont confiance aussi en notre projet. Ça nous a permis de prendre un pas de recul là, sur notre projet entrepreneurial, là, donc de poser les bonnes questions. Aussi donner un petit boost de confiance, là, je pense, dans notre projet. Là. Merci aux Anges du Génie. On savait qu'en venant ici, on gagnait à faire l'expérience. La bourse est vraiment un super plus. Une première expérience entrepreneuriale où il faut que je pitche devant des professionnels, même des investisseurs. Donc, je me suis senti professionnel aussi. Merci aux Anges du Génie.
C'était excellent et j'ai vraiment aimé l'ambiance, puis c'était aussi assez unique. Là, on a participé à pas mal de hackathons, puis c'est la première fois que c'était filmé pour commencer. Avant ce fois-là, on paye tous les produits qu'on utilise de nos proches en tant qu'étudiants. Mais là, on a comme un soutien qui peut nous aider à vraiment atteindre nos objectifs en tant que projet. Merci aux Anges du Génie. On est vraiment très heureux, il y a la pression qui redescend doucement. On a rencontré aussi plein de belles personnes et c'était vraiment trop cool de pouvoir participer à ça. C'était une expérience fantastique. Dans le fond, on va utiliser l'argent pour pousser encore plus nos projets. Plus dans le professionnalisme, fait qu'avoir des bons produits pour construire nos prototypes. Merci les Anges du Génie. Je pense que le plus grand défi, ça a été de faire tenir tout ce qu'on voulait dire en 2 minutes. Puis ça nous a aussi permis d'approfondir peut-être aussi notre vision du projet. Parce qu'on a cherché dans les coins qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement cherché à l'extérieur de la compétition. Avec la bourse, on va pouvoir pousser un peu plus ces prototypes et puis les faire évoluer peut-être un peu plus rapidement. Ça va nous donner un bon petit boost essentiel pour la suite. Merci aux Anges du Génie.